le phénomène de crise climatique va accentuer les inégalités sociales. On va parler d'un sujet que vous avez forcément expérimenté en ce début d'été, c'est la chaleur. 41 degrés à Nîmes, 40 à Avignon, 39 à Toulouse ou même à Paris. On n'a pas les moyens à l'heure actuelle d'aller au rythme auquel il faudra aller. Les collectivités devraient multiplier par 2 leurs investissements pour être au rendez-vous de l'adaptation au changement climatique. Malheureusement, ces canicules vont se répéter. C'est justement un enjeu extrêmement important pour ces villes. Comment s'adaptent-elles pour finalement rester vivables? Eh bien, on a demandé à la ville de Bordeaux, touchée à la fois par la canicule et les incendies. Les mobilités douces sont en train d'exploser à Bordeaux. Donc on est en train vraiment de créer une révolution dans les manières de se déplacer des habitants. Claudine Bichet est notre invitée. Elle est en charge des finances, du défi climatique, de la transition énergétique et de l'égalité femmes-hommes. Excellente émission. Bonjour Claudine Bichet. Bonjour Antoine. Alors les villes souffrent quand il y a des canicules, des périodes de canicule. Bon, celle-là en plus elle a été exceptionnelle par sa durée. Les grandes villes aussi, les grandes métropoles ont beaucoup souffrent évidemment de la canicule, de la chaleur. Elles sont particulièrement vulnérables ces villes et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une ville peut faire pour limiter la canicule? Est-ce que la seule solution c'est l'adaptation ou est-ce qu'on peut vraiment rafraîchir une ville? Oui, bien sûr. Enfin, l'adaptation consiste aussi à faire un travail pour réduire les températures. Quand on met en place, et c'est ce qu'on fait depuis 2020, des grandes politiques de végétalisation, de désimperméabilisation de la ville, c'est pour faire baisser les températures. Puisque concrètement, quand vous végétalisez un arbre, déjà de manière isolée, peut faire réduire, chuter les températures de 2 à 4 degrés. Quand on se trouve en dessous, ouais. Voilà, donc quand vous êtes à 40 degrés, être à 36, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Et puis, quand vous êtes dans des espaces qui sont densément végétalisés, on peut réduire jusqu'à 8 degrés. Donc, vous voyez bien qu'en fait, ce qu'on met en œuvre depuis 2020, et parfois on est caricaturé comme quoi les arbres. Non, mais en fait, les arbres, ils ont une vraie fonction de régulation thermique et de climatiseur naturel. Et c'est la raison pour laquelle on végétalise à fond. Depuis le début du mandat, on a planté l'équivalent de 2 jardins publics, 57 000 arbres sur la ville de Bordeaux. C'est pas, enfin voilà, c'est aussi et beaucoup pour ça. À l'échelle de la métropole, on est lancé sur un plan de plantation de 1 million d'arbres. On est déjà à près de 600. C'est avant tout pour cette fonction de l'arbre qui permet de réduire la température et faire que demain, bah oui, la ville sera encore supportable. Quand est-ce qu'on aura le résultat de justement cette plantation d'arbres en masse? Est-ce qu'aujourd'hui déjà, on peut le voir, on peut se mettre sous les arbres qui ont été plantés récemment en 2020 ou ça va arriver quand? Ah ben là, on a déjà planté plein d'arbres, ça c'est une réalité. Tout ce que je vous dis, les chiffres, 57 000 arbres, ils sont là. Mais est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, oui, ce million d'arbres qu'on va bientôt atteindre, a permis de baisser la température de temps? Alors, ou il faut attendre que l'arbre ait sa pleine croissance, sa pleine taille, et donc ça sera dans 10-15 ans, j'en sais rien. Oui, alors effectivement, on peut avoir forcément au tout début, l'arbre pas beaucoup protégé et ombragé. Par contre, si je prends l'exemple de la place Péberlan, qui est la première place qu'on a végétalisée, alors on n'a pas pu la végétaliser massivement, faire une forêt sur la place Péberlan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de réseaux et on peut pas, il y a des contraintes fortes en ville, on ne peut pas planter n'importe où, n'importe comment. Le réseau, c'est-à-dire de réseaux souterrains, des par réseaux rapport aux racines des arbres, électriques, de gaz, de fibres, les réseaux, c'est hallucinant. Je pense que personne n'imagine tout ce qui se passe en dessous de nos rues et trottoirs. Donc, c'est compliqué de planter en ville, très compliqué même. Donc, on fait au mieux, effectivement, avec toutes ces contraintes. Mais si on prend donc l'exemple de cette place qu'on a souhaité végétaliser dès le tout début du mandat, si vous vous promenez aujourd'hui place Péberlan, vous voyez que les arbres qu'on a plantés je crois que c'était 2021, ont déjà une taille tout à fait importante et sur les terrasses ou sur les bancs sur lesquels vous pouvez vous asseoir, vous avez déjà un différentiel de température qui est important. Et là, on se parle de 4 ans. Donc, les effets peuvent être relativement rapides. Après, pour les très grands arbres, effectivement, le temps qu'il ait sa pleine croissance, ça peut prendre plus de temps. Mais après, on travaille aussi à la sélection des essences. C'est-à-dire qu'on sélectionne des arbres qui vont être
déjà résistants au réchauffement Quelles climatique. essences, Alors, alors là, je suis moins experte, mais effectivement, il y a des essences d'arbres. Enfin, il faut arrêter, en fait. On sait très bien ils souffrent beaucoup de la chaleur. Okay. Et on regarde plus des essences qui, aujourd'hui, sont viennent plantées des pays du Sud, par exemple. en Espagne, sud de l'Espagne. On est vraiment sur ces essences-là. Et après, donc, l'idée, c'est surtout de varier, surtout pas mettre la même essence, parce que s'il y a une vulnérabilité, par exemple, un parasite qui s'attaque, comme c'est le cas aujourd'hui, les marronniers, on peut se retrouver avec tous nos arbres qui vont souffrir en même temps. Donc l'idée, c'est d'être dans une diversité, et dans cette diversité, avoir des arbres à croissance rapide, d'autres à croissance plus lente, parce que derrière, c'est pas le même type de croissance qu'on va avoir. Donc on a ce travail très important qui est fait pour vraiment assurer une végétalisation rapide qui va avoir des effets rapidement et qui va pouvoir s'inscrire vraiment dans la durée. Il y a d'autres moyens que vous utilisez ici dans la ville de Bordeaux. Il y a notamment les fontaines à eau, il y en a plus, les brumisateurs. Est-ce que ça aussi fait partie de cette politique pour lutter contre les îlots de chaleur urbains? Oui, bien sûr. Donc effectivement, la végétalisation, c'est le premier truc auquel on Parce que c'est le plus important pour vous? Alors, c'est pas le plus important, c'est ce qui prend le plus de temps. Et est-ce que c'est celui qui a le meilleur résultat? Comme je l'ai dit, de manière passive, les résultats sont énormes. Quand vous réussissez à réduire de 8 degrés... En gros, aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen quand même. C'est ça pour vous? Le meilleur moyen passif. Parce qu'après, on va pouvoir parler d'autres actions, mais qui nécessitent une intervention qui est beaucoup moins passive. C'est-à-dire que coûteuse aussi. Et plus coûteuse aussi. Ouais. Quand je rénove des bâtiments, bien sûr, il faut le faire, c'est important. Mais voilà, là, je commence à rentrer dans des domaines technologiques qui vont avec des effets de rafraîchissement aussi, avoir un impact en termes d'énergie. Donc, on est sur des solutions qui sont tout à fait cohérentes et qu'il faut mettre en œuvre, mais qui ne sont pas passives. Les arbres agissent de manière passive. On sait qu'on en aura besoin. On a besoin de renforcer notre capital végétalisation parce que, vous l'avez très bien dit, il va être aussi beaucoup plus menacé, donc d'où l'intérêt de le faire vite. Voilà. Et effectivement, on a démarré par ça de manière massive parce qu'un arbre, ça prend plusieurs années et que du coup, le plus tôt on commence, le plus vite on a les effets. Si on attend, c'est effectivement après un peu trop tard pour... Bien sûr. Et l'autre levier, ça dont je parlais, fontaine, brumisateur, je dis ça parce que c'est ce qu'on peut voir, enfin, en tout cas, c'est ce que les habitants constatent en fait sur le terrain quand ils se baladent, notamment quand il y a des canicules, parce qu'on a aussi un peu envie de sortir, d'aller dans les parcs. Ça, c'est important. Alors oui, bien sûr, l'eau a vraiment une fonction aussi rafraîchissante. Donc on a lancé un plan fontaine sur le territoire de la métropole, 100 fontaines qui ont été remises en service. Donc vraiment l'accès à l'eau. Les brumisateurs, effectivement, ont une fonction aussi de rafraîchissement. On équipe nos établissements, les écoles et ainsi de suite. Après, c'est aussi élargir les temps d'accès à la nature. On est dans des espaces très urbains. Ou très minéral et ainsi de suite. Le fait de donner l'accès au parc sur des horaires allongés quand il fait très chaud, c'est aussi un espace où les gens peuvent être dans des températures plus acceptables plus longtemps dans leur journée. On a toute cette réflexion sur comment on peut effectivement aménager la ville et les temps de la ville, c'est-à-dire que quand on va être en période de forte canicule, le temps de vie n'est pas le même. La journée, on va plutôt rester effectivement le plus possible à l'intérieur dans les zones, les endroits les plus frais possibles. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette réflexion de tous les établissements culturels qu'on peut mettre à disposition, les bibliothèques, les écoles qui sont les plus préparées, où là on peut accueillir la population, les enfants. Et puis ensuite, en soirée, quand il fait plus frais, ouvrir nos parcs et jardins, ouvrir nos cours d'école qui sont végétalisés. On travaille sur un plan de végétalisation de toutes nos cours d'école. Ça va prendre 10 ans. On en a déjà 47 sur 117 qui sont aujourd'hui végétalisés. L'idée, c'est que ces cours, on puisse aussi les ouvrir. On est sur une expérimentation où en ce moment, donc, on expérimente le fait d'ouvrir en dehors des périodes scolaires des cours. L'idée, ça va être de pouvoir développer ça de plus en plus pour qu'il y ait le plus large accès de la population à toutes ces solutions. Ouais. On parle beaucoup du concept de bouilloire thermique. Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors, la bouilloire thermique, c'est l'inverse de la passoire énergétique l'hiver. C'est-à-dire que c'est des logements qui sont extrêmement mal isolés. Et les conséquences en hiver, ça va être qu'il va faire très, très froid, qu'il y aura plein de courants d'air. Enfin, vraiment, c'est extrêmement désagréable d'y vivre, voire ça peut être à la limite de l'insalubrité parce que beaucoup d'humidité et ainsi de suite. Et puis l'été, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a des températures qui sont extrêmes, qui flirtent avec les mêmes températures que l'extérieur. Enfin, il n'y a aucune isolation en fait qui fonctionne. Et donc, effectivement, avant, on parlait beaucoup des passoires énergétiques. Maintenant, on parle de bouilloire thermique parce que c'est l'effet inverse trop chaud, on peut plus en période de canicule. Il y en a de plus en plus. Et qu'est-ce qu'une ville peut faire contre ça ? Alors là, on est effectivement sur des solutions de rénovation des bâtiments qui sont vraiment indispensables. Aujourd'hui, on a un parc en France qui date globalement soit fin 19e, début 20e et ensuite beaucoup années 60-70. Ils n'ont pas les dernières réglementations thermiques, ils sont globalement relativement mal isolés. Donc on doit faire ce travail d'isolation à la fois des bâtiments publics et des logements des particuliers. Et donc, sur la métropole, on a mis en place un plan de rénovation ambitieux où, en fait, on accompagne les propriétaires des logements dans la rénovation performante de leur logement. Ok, mais ce qui m'amène à cette question, est-ce qu'on sera finalement tous égaux face à la lutte contre le réchauffement climatique ? Parce que si il s'agit de nous-mêmes de devoir, ce que je peux comprendre, j'imagine que ça va être compliqué pour une ville de faire en sorte de financer l'isolation de tous les logements. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une forme d'inégalité in fine sur cette question-là ? Alors, effectivement, je rebondis, une ville, enfin là en l'occurrence c'est la métropole qui agit là-dessus. Les collectivités n'ont pas les moyens d'assurer la rénovation de l'entièreté du parc. Et là, on a besoin de l'État. L'État est clairement défaillant dans son rôle sur ce sujet-là depuis maintenant plusieurs années. MaPrimeRénov', en 2 ans, ça a été divisé par 2. L'enveloppe financière a été divisée par 2. Donc, c'est l'argent qui permet d'accompagner les particuliers dans leur rénovation. Et là, tous les jours, on a une info différente. Soit c'est suspendu, soit ça reprend. Enfin, bon, bref. Autant vous dire que quand on se lance dans une rénovation, c'est un investissement important. Ouais. C'est des temps de travaux qui sont longs. Les gens ne peuvent pas s'engager si tout le contexte et l'accompagnement changent tous les 4 matins. C'est impossible. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer fait qu'on est en train juste d'arrêter le mouvement de rénovation dans le pays. Décourage, en fait. Et on décourage les gens et ça a un effet extrêmement contre-productif. Donc ça, je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ça. Et effectivement, nous, collectivités, on ne va pas pouvoir pallier aux moyens de l'État. On fait tout ce qu'on peut. Depuis le début de ce mandat, on a vraiment mis énormément de moyens là-dessus. Néanmoins, bien sûr, ça ne sera pas suffisant. Et après, pour répondre à votre deuxième question, c'est pas un scoop aujourd'hui que je vais vous apprendre. Le réchauffement climatique va toucher en priorité les plus vulnérables. Il y a vraiment une injustice sociale qui est accentuée par le phénomène de crise climatique. C'est toujours les plus pauvres, les plus précaires qui vont être les plus touchés parce qu'effectivement, ils n'auront pas... Déjà, à la base, c'est eux qui vivent dans les bouilloires thermiques. Ouais, ils n'ont pas les moyens de rénover leur logement. Et ni d'acheter un climatiseur ou même de mettre la climatisation. Quoi. Ça coûte très cher. Oui, tout ça coûte très cher, effectivement. Donc, on voit bien qu'on est dans un phénomène où on a déjà des inégalités qui, en France, n'ont jamais été aussi élevées depuis plusieurs décennies. On a eu les chiffres très récemment, donc ce constat doit déjà nous interpeller. Mais le phénomène de crise climatique va accentuer les inégalités sociales, parce qu'on va vraiment, déjà, elles sont très fortes, mais dans le vécu des gens, ça va être encore accentué. Donc vous imaginez, déjà tout ce qu'on vit aujourd'hui sur le plan politique avec la montée du populisme et tout, vous imaginez en fait ce que ça peut générer de grave dans la société, parce que quand dans la société il y aura vraiment des gens qui souffriront, qui déjà souffrent beaucoup aujourd'hui, mais qui demain ça sera très compliqué de vivre parce qu'ils pourront plus dormir la nuit, parce que on sait qu'on a aussi des décès qui augmentent en période de canicule, donc c'est bien sûr dans ces publics-là qu'on a la proportion de personnes les plus touchées. Comment vous voulez assurer la cohésion d'une société dans un contexte comme celui-là ?
où on va avoir une raréfaction des ressources, où on ne sait pas si les supermarchés ils vont être bien alimentés tous les jours et si tout le monde va pouvoir trouver ce qu'il lui faut. Enfin, vous imaginez comment la société tient dans un tel contexte et si on n'a pas traité l'injustice sociale à la base. Mais est-ce que vous-même, à la tête d'une ville comme Bordeaux, vous vous sentez parfois un peu démuni face à l'ampleur de ce travail-là? Alors, Parce qu'il y a une sorte de... En fait, oui, on essaie de faire des choses, on plante des arbres, on met des fontaines, on aide à l'isolation, mais au fond, on sait qu'on va pas vraiment y arriver parce que la charge, le job est trop important. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça en fait. Alors moi je refuse de me dire ça parce que oui. sinon j'arrête ce que je fais et puis je sais pas. Non, on a une action, on peut montrer qu'on peut faire bouger beaucoup de choses à l'échelle locale et j'espère qu'on est en train de démontrer ça ici à Bordeaux depuis 2020 parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles les lignes sont en train de bouger. Très récemment encore ce matin dans la presse, on voit les mobilités douces sont en train d'exploser à Bordeaux. C'est vraiment en train d'exploser. Donc on est en train vraiment de créer une révolution dans les manières de se déplacer des habitants qui participent à l'atténuation au changement climatique. Derrière, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre parce que moins d'utilisation de voitures. C'est un air qu'on respire qui est plus sain en ville. Donc non, à l'échelle locale, on a des vrais leviers, on a une vraie force d'action, on est capable de faire bouger des lignes. Après, vous dire qu'on a tous les leviers en main, bien sûr, non. Donc on a besoin effectivement des actions à tous les niveaux. Mais quand je dis à tous les niveaux, bien sûr, au niveau national, c'est une évidence. Et aujourd'hui, comme je le disais, on a un État qui est défaillant sur le sujet puisque dès qu'il a fallu faire les premières restrictions de dépenses en 2023, c'est les premiers budgets qu'ils ont coupés. Ouais. On a effectivement à l'échelle européenne aussi des leviers forts qui doivent être activés. Et puis après, à l'échelle internationale, où effectivement, on va avoir besoin d'une action concertée de tous les pays, ce qui est encore loin d'être le cas aujourd'hui. Mais après, si on lâche l'affaire ici, ou si on se dédouane en se disant... Et ça, le nombre de fois où on l'entend, nous, si on atteint la neutralité ici, mais qu'en Chine ou aux États-Unis et tout... Ouais, il faut qu'un effort. Ouais. Voilà, mais en ça fait, sert à rien. Non, on a une très grande responsabilité. On a aussi la responsabilité de montrer que c'est possible. Et moi, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est d'être capable de montrer que c'est possible. Et honnêtement, j'espère que ce qu'on fait ici, ça a vocation quand même à inspirer, à montrer que c'est possible à d'autres. Parce que oui, c'est possible. Et quand on veut, quand on y a la volonté politique, on peut vraiment faire bouger des lignes. Oui, et puis c'est vous, en plus, qui, au niveau local, être au premier rang des conséquences du réchauffement climatique. C'est vous que les habitants viennent voir quand ils ne sont pas contents, j'imagine. Et on est au premier rang de nombreuses politiques publiques qui vont permettre d'atténuer, d'adapter. L'adaptation, c'est au niveau local. Honnêtement, quand vous végétalisez, quand vous créez des réseaux de froid urbains, on est vraiment à l'échelle locale. Est-ce que d'ailleurs vous avez dû adapter votre politique locale, vous, avec ces différentes canicules, en vous disant, par exemple, quand vous êtes élu, on va faire ça. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, les conséquences sont bien plus importantes que prévu. On va devoir adapter un peu notre politique, ou ce qu'on avait dit, parce que ça va beaucoup plus vite que prévu. Alors, je pense que depuis, et c'est vrai que c'est particulièrement marqué depuis 2020, il y a une accélération. Le phénomène de réchauffement est beaucoup plus rapide, marqué, et les scientifiques eux-mêmes le disent et courent un peu après les modèles des modélisations qui sont jamais en fait suffisamment. Voilà. Ouais. Donc ça, on le sait, c'est une constatation. Je pense qu'on le vit tous et toutes dans notre chair quand on voit tout ce qui se passe. On a eu des incendies à nos portes il y a 2 ans, il y a 3 ans, 2022. 2022, ouais. Donc tout ça, on le vit. Donc oui. Ça peut revenir, ça d'ailleurs, ces incendies. Ah oui, non mais le risque là, quand on est sur le scénario national de réchauffement à plus 4 degrés, d'ailleurs on pourrait y revenir. Pour moi c'est. Parce que je rappelle juste les incendies 2022 en Gironde, 30 000 hectares de forêt sont partis en fumée, et j'ai calculé que ça faisait 40 000 terrains de football. Juste pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Donc c'est 40 000 terrains de football qui sont partis en fumée.
C'est bien de traduire en données accessibles. Ça peut revenir? Bien sûr. En fait, ça peut se répéter. Selon le scénario national français, à plus 4 degrés, déjà quand on se dit on a accepté le plus 4 degrés, c'est-à-dire qu'on a quand même plus ou moins accepté qu'on n'était pas capable de faire mieux. Donc, déjà en soi, je trouve ça très contestable, mais bon. Donc on se prépare à ça aujourd'hui en France. Le risque d'augmentation des feux de forêt, c'est x20. x20. Donc oui. Là, dans la prochaine décennie? Ou globalement chaque année? À horizon 2100. Okay. Du coup, dans les scénarios, à horizon 2100, on sera à un risque x20 multiplié par 20. Ouais. Donc, donc ça se produira forcément chaque année. Ça se produira de plus en plus. Et là, on a un vrai sujet, effectivement, sur comment on anticipe. Suite au feu, justement, catastrophique qu'on a ici en Gironde, on a eu des promesses d'État sur le fait d'avoir beaucoup plus de moyens d'intervention rapide. Vous voyez ce qui se passe cette année, ils sont toujours pas là. Donc oui, ça, il y a un vrai travail. Dans des canadaires. Exactement, les canadaires, je crois qu'il devait y en avoir 4, il n'y en a qu'un qui a été, c'est pas suffisant, on le sait. Et donc oui, il y a toute cette préparation-là, cette anticipation qui est indispensable. Est-ce que la canicule tue aujourd'hui encore? En 2003, elle a fait 15 000 morts. Et est-ce que, en France, donc dans l'Hexagone, est-ce qu'une ville comme Bordeaux s'y prépare aussi à l'accélération de la mortalité suite à des canicules? Et comment on s'y prépare on fait tout pour éviter, justement. Mais oui, les chiffres sont là. En 2022, c'est plus 60 000 morts à l'échelle européenne. 60 000, c'est énorme, honnêtement. Donc oui, on le sait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les plus fragiles qui sont victimes. On doit faire un gros travail, effectivement, de protection des populations les plus fragiles. Et bien sûr, à l'échelle locale, on s'y prépare. Et comme vous le disiez, on est en première ligne sur ces sujets-là. Qui prend soin des enfants dans les écoles? C'est la responsabilité des villes. Qui prend soin des seniors qui sont parfois isolés? C'est les villes, en fait, qui mettent en place les dispositifs. Donc nous, on est en train de mettre en place tous ces dispositifs de recensement de toutes les personnes isolées, de mise en place de procédures d'appel quotidien pour nous assurer que les personnes vont bien, prennent bien les mesures qui sont nécessaires d'hydratation et tout. Oui, d'ailleurs, je disais que le plan canicule à Bordeaux, il était systématique l'été, c'est ça? Il était activé systématiquement à partir du 1er juin, je crois. Il est effectivement activé du 1er juin au 15 septembre. Et on a... Donc, canicule ou pas, en fait, il est activé. Alors non, en fait, on est prêt. Tout est prêt à pouvoir effectivement être activé. Mais non, dans les écoles, quand les températures sont normales. On a du mal à dire ça maintenant, mais parce que globalement, il fait quand même beaucoup plus chaud. Mais quand elles sont normales, tout se passe comme à l'accoutumée. Et après, dès qu'effectivement, il y a un épisode de canicule, là, il y a toutes ces mesures-là sont prêtes à être déployées. Fermer les écoles, ça, c'est une solution? Enfin, ça fait partie de ce plan canicule? Alors, quand vraiment il fait beaucoup trop chaud? Pour le moment, on n'a pas activé ce genre de solution. C'est arrivé dans d'autres endroits en France? C'est arrivé dans d'autres endroits. Nous, ce qu'on pense... Ça peut arriver ici aussi? Ce qu'on pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui vivent dans des bouilloires thermiques. Oui, c'est la même chose pour des écoles, j'imagine. Non, justement, dans les écoles, on essaye d'adapter nos écoles ou parce qu'on on peut pas rénover toutes nos écoles d'un coup. Faut se dire les choses. Je parle d'école. On peut parler aussi de collège, de lycée, mais là, c'est plus la mairie qui finance. Notre champ d'action, c'est les écoles primaires et maternelles, tout à fait, les crèches. Donc, on est sur, en tout cas, un plan de rafraîchissement des écoles. Donc, aujourd'hui, toutes nos écoles sont équipées de ventilateurs, de brumisateurs, de manière à faire en sorte que les températures soient à peu près acceptables. Il y a des écoles on a un plan de rénovation de 11 écoles de manière performante pour effectivement que les températures par l'isolation soient beaucoup plus basses. Après, rénover toutes nos écoles, ça va prendre du temps parce que c'est des investissements financiers qui sont très importants qu'on doit nécessairement étaler dans le temps. Et l'idée pour nous, c'est de trouver en fait des solutions de repli pour des écoles où on le sait, elles sont vraiment mal isolées, où il y a un effet de bouilloire thermique. C'est trouver des locaux associatifs, d'autres locaux qui appartiennent à la ville sur lesquels on va pouvoir accueillir les enfants de manière à ce qu'il y ait toujours une solution. Parce que nous, notre préoccupation, c'est justement par rapport à ces personnes et ces familles qui vont être plus vulnérables. Laisser les enfants dans l'appartement qui est une bouilloire thermique, très souvent, c'est des pires conditions
que celles qu'on pourra proposer, nous, dans nos bâtiments publics, sous réserve, effectivement, d'avoir fait un minimum d'aménagement, puisque tous nos bâtiments ne sont pas aujourd'hui au niveau de performance énergétique qui devront être... plus tard, assez rapidement. On y travaille en tout cas. Bientôt. Voilà. Comment vous imaginez la ville de Bordeaux face au climat en 2040, 2050 vous la voyez comment cette ville? Elle sera beaucoup plus verte ou on aura peut-être je sais pas, face à la canicule, ça ressemblera à quoi une grande ville comme Bordeaux? En tout cas, on fait tout pour que ce soit une ville où il fait encore bon vivre, où que ce soit encore vraiment des conditions qui soient favorables à l'accomplissement des individus. Nous, notre mantra, c'est dire que l'urbain doit être au service de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des villes pour faire des villes, comme ça a été le cas par le passé, y compris à Bordeaux, travailler sur des grands concepts architecturaux, faire en sorte que la ville soit bien sûr, on a une belle ville et on va bien sûr faire en sorte de préserver ce capital patrimonial. Mais l'idée, c'est qu'avant tout, l'humain puisse rester, vivre dans nos villes. Et ça, c'est la priorité. C'est pour ça qu'on travaille, et notamment avec, comme on est une ville patrimoine mondial UNESCO, on travaille avec l'UNESCO, et le maire est particulièrement impliqué dans un groupe des grandes villes qui sont des villes UNESCO pour faire en sorte de pouvoir changer aussi les normes architecturales et faire en sorte que les villes, tout en préservant leur patrimoine, aient quand même des latitudes pour pouvoir s'adapter. Parce que si à la fin, on a des villes magnifiques, mais plus personne n'y vit parce que ça devient invivable, on pense que ça n'aura pas servi à grand-chose. Donc oui, c'est vraiment travailler sur la ville pour la rafraîchir au maximum. Donc bien sûr, la végétalisation est indispensable. On a un gros travail aussi sur les modes de construction, avec notamment notre label du bâtiment frugal, faire en sorte que les constructions des nouveaux quartiers soient beaucoup plus adaptées au réchauffement climatique, en développant au maximum toutes les solutions passives, donc tout ce qui est courant d'air qui vont créer des flux naturels de rafraîchissement, des matériaux biosourcés qui vont beaucoup plus créer un déphasage et donc réduire l'entrée de la chaleur, des coefficients de végétalisation beaucoup plus importants, un travail aussi important de désimperméabilisation pour qu'on ait plus de liens avec la pleine terre, beaucoup moins de béton, parce qu'en fait c'est ce côté très minéral qui crée des îlots de chaleur urbains, et ça on doit, on a un gros plan d'action. Qui était à la mode dans beaucoup de villes de France, on va dire ces 20 dernières années, des grandes places très minéralisées avec de la pierre au sol. Du marbre, oui, non, mais c'est qui est extrêmement réfléchi. Et qui aujourd'hui, finalement, on change simplement d'avis, puisqu'on se rend compte que c'est pas que c'est problématique et que c'est totalement inadapté. Et il y a 20 ans, on savait, tout le monde, si on lisait les revues scientifiques du GIEC, on savait déjà. Donc oui, il y a clairement une forme de déni important, qui a persisté, qui persiste encore dans l'esprit d'un certain nombre. Je pense qu'on peut largement le constater aujourd'hui. Malheureusement, le climato-scepticisme est de retour. Mais oui, il y a clairement... tout ça est un non-sens quand on connaît le sens de l'histoire. Et donc, nous, on travaille vraiment à adapter tout ce qu'on peut dans la ville. Et après, l'adaptation, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut faire. On peut travailler à ramener... Il y a des cours d'eau souterrains, c'est ramener des cours d'eau en ville, créer des quartiers, de l'urbanisme où on va pouvoir créer aussi des zones de courant d'air entre les bâtiments pour qu'il y ait ce rafraîchissement grâce à l'air qui circule. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre pour adapter une ville au réchauffement climatique. Effectivement, c'est du temps long. Nous, on s'y attelle depuis 2020, mais ça prend un peu plus de temps que ça. Mais le champ d'action est quand même assez colossal. Et pour revenir à vos questions, ça, c'est vraiment un domaine d'action des villes. C'est-à-dire que c'est elles qui sont en première ligne. Après, la question, c'est est-ce qu'elles ont les moyens de faire tout ce qu'il faut dans l'échelle de temps à laquelle on doit s'adapter? La question est simple, c'est non. La réponse, plutôt est simple, c'est non. On n'a pas les moyens à l'heure actuelle d'aller au rythme auquel il faudra aller. Et d'ailleurs, il y a des études économiques, notamment du think tank I4CE, qui est très connu, qui dit que les collectivités devraient multiplier par 2 leurs investissements pour être au rendez-vous de l'adaptation au changement climatique.
Autant vous dire qu'avec les réductions que nous fait peser l'État depuis maintenant 1 an, et ça va se reconduire en version encore plus dure cette année, on n'est pas du tout dans une optique... Pas x2, vous êtes à combien? On est plutôt dans une diminution qu'une augmentation. Aujourd'hui, l'État fait peser une partie de son déficit sur les collectivités, sachant qu'on n'est pas responsable du déficit d'État du tout, puisque nous, on doit équilibrer nos comptes, et donc on contribue. Et donc, ça fait qu'on baisse, l'État va induire une baisse de nos investissements. Donc là, on peut quand même réellement s'interroger sur, effectivement, la dynamique qui est donnée au changement, à la lutte contre le changement climatique en France, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Est-ce que vous avez une ville référence voilà, dans votre politique à Bordeaux Métropole? Est-ce que vous dites, tiens, cette ville-là en Europe, c'est une référence pour nous, on veut ressembler à ça? Alors, on a plein de villes références. En fait, chaque ville va développer des atouts. Mais oui, sur le vélo, il y a Copenhague pour le vélo. On a vraiment des villes références selon les thématiques, et on a beaucoup d'échanges internationaux, de coopération avec nombre de villes. Par exemple. Plein. Je les ai pas toutes en tête parce que je suis pas spécialement... Moi, typiquement, j'avais eu des échanges avec Bristol. On a des échanges fréquents avec Bilbao. On a plein d'échanges avec Québec, la ville de Québec aussi. On a eu pas mal sur cette Fukuoka, notre ville jumelle au Japon, qui d'ailleurs pour le coup vient beaucoup s'inspirer de tout ce qu'on fait en termes de végétalisation à Bordeaux. Oui, en fait. Parce que c'est un sujet pour tout le monde, évidemment. C'est un sujet pour tout le monde. Et pour le coup, et d'ailleurs, c'est ce que montrent les COP de plus en plus. Et là, j'étais très récemment à l'événement à Paris pour fêter les 10 ans de la COP de Paris. Et l'événement qui était organisé par la ville de Paris réunissait justement les grandes villes du monde qui sont agissantes sur le changement climatique. Et le constat que l'on dresse, c'est que là où les États aujourd'hui sont globalement défaillants, les villes sont très fortement agissantes. Et quand j'ai assisté aux plénières où toutes les villes énuméraient toutes leurs actions, c'est incroyable tout ce que font les villes aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a les villes. Quels sont les prochains gros projets pour rafraîchir la ville à Bordeaux ou sur la métropole? Si on avait 1, 2 à citer, au moment qui sont des projets très très importants pour vous. Pour rafraîchir la ville. Pour rafraîchir vraiment sur le rafraîchissement. Oui, tout à fait. Alors, on a un très gros, le premier réseau de froid urbain qui va être développé sur le projet Canopia. Projet Canopia, c'est à côté de la gare. Ça va être la zone qui est à la fois commerciale, mais on aura aussi des bureaux, des logements, qui est en train d'être construit. Là, d'ailleurs, il y a eu la pose de la première pierre très récemment. Là, on est en train de créer le premier réseau de froid, donc une solution de rafraîchissement à l'échelle d'un quartier où le froid va venir du fleuve, c'est-à-dire que c'est les calories plus fraîches de la Garonne qui vont être utilisées pour alimenter ce réseau de froid. Et donc, c'est vraiment un projet concret. Comment ça marche? C'est-à-dire que c'est des tuyaux frais qui vont arriver dans les bâtiments, qui vont rafraîchir les bâtiments? C'est ça. Et donc ça permet d'éviter... C'est de la géothermie? Des climatiseurs. Alors là, c'est pas de la géothermie, c'est vraiment les calories du fleuve. Donc, la fraîcheur du fleuve, plutôt, qui va utiliser pour rafraîchir cette eau dans les tuyaux. Mais après, on peut aussi avoir d'autres méthodes, effectivement. On peut avoir des puits canadiens. Il y a plein de techniques qui permettent d'apporter des solutions de froid. En général, on est plutôt sur des techniques à l'échelle du bâtiment. Quand je parle de techniques un peu plus vertueuses, je dirais, à l'échelle du bâtiment, là, c'est vraiment à l'échelle d'un quartier. Donc, c'est en ça que c'est vraiment un projet extrêmement important pour la ville de Bordeaux et qui montre là aussi qu'on est capable de développer des solutions de froid. Parce que ça, on en a assez peu parlé jusqu'à présent, mais c'est un énorme sujet. C'est-à-dire que la végétalisation, les pare-soleil, tout ce qu'on déploie et qu'on facilite sur le territoire, si les températures augmentent vraiment à hauteur de 4 degrés, ne suffiront pas. Il faudra
sera des systèmes de rafraîchissement. Donc ça, on doit y travailler de manière à éviter que tout le monde se retrouve avec un climatiseur ou une PAC sur son balcon, parce que là, autant vous dire qu'il fera peut-être un peu plus frais à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, on aura encore plus augmenté les températures. Donc on sait que dans des zones urbaines denses, ce n'est pas une solution. Donc d'où l'intérêt de travailler à des solutions de rafraîchissement qui sont les plus passives possibles, d'une part, qui vont utiliser moins d'énergie possible parce qu'on doit globalement réduire notre utilisation d'énergie et qui vont effectivement pas avoir des effets nocifs de réchauffement par ailleurs, comme c'est le cas des clims ou des PAC. Donc comme il y a eu jusqu'à présent des réseaux de chaleur urbains, maintenant on découvre les réseaux de froid urbain à l'échelle d'un quartier. C'est ça. Et là aussi, c'est tout nouveau ça, ou ça existe déjà dans d'autres villes de France? Il y a des villes qui historiquement avaient réussi, il y en a assez peu, je crois que c'est à Genève, enfin j'ai un doute, c'est dans ce coin-là où effectivement il y a des réseaux, ils avaient développé d'emblée des réseaux de froid et de chaud dans leur réseau de chaleur. Le problème que l'on a aujourd'hui sur le froid, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est simple, il n'y a personne qui paye le froid. C'est vrai qu'on paye le chauffage. Vous payez le chauffage, vous ne payez pas le froid. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'euros à mettre en face de solutions de froid. Donc ça marche pour des locaux tertiaires, puisque eux, les bureaux ont toujours été équipés de froid, les magasins et tout. Donc c'est pour ça qu'un quartier hybride comme Canopia à côté de la gare que je vous ai décrit, on y arrive parce qu'il n'y a pas que du logement, il y a aussi beaucoup de tertiaires et ainsi de suite. Donc là, on arrive on a trouvé un modèle économique, mais sur la partie logement, on ne trouve pas aujourd'hui de modèle économique. Nous, depuis le début du mandat, on a multiplié par 2 le nombre de réseaux de chaleur urbains pour décarboner notre énergie en local, c'est-à-dire arrêter d'utiliser le gaz, mais utiliser de la géothermie ou des solutions beaucoup plus vertueuses. À chaque fois, on a rendu possible l'option froid, c'est-à-dire que les répondants, les entreprises qui répondent à nos appels d'offres, on leur proposait vraiment aussi de déployer une solution froid. Et à chaque fois, ça a été infructueux parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et donc, on a un sujet en France. Et là, clairement, ce n'est pas la collectivité qui va pouvoir financer, c'est au niveau de l'État que les solutions se trouvent. Tout comme l'État, via l'ADEME, qui est extrêmement menacée aujourd'hui, et ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler, mais a vraiment boosté le développement des réseaux de chaleur à travers des fonds qui étaient mis à disposition par l'ADEME pour aider les collectivités à investir dans les réseaux de chaud. On va avoir besoin des mêmes solutions si on veut réussir à faire émerger des solutions de froid. Bon, quand je vous dis que l'ADEME a dû réduire l'année dernière de 40% son budget et que on a coupé de 10 milliards les budgets sur la transition, on est a priori plutôt mal barré. Plan clim, y en a qui en parlent, la climatisation individuelle pour tout le monde, vous y avez un peu répondu, mais aussi croyez, ou c'est pas du tout une solution? En zone urbaine dense, c'est absolument pas une solution. On va aggraver le phénomène de réchauffement, on va accroître notre consommation énergétique dans des proportions très très fortes, alors qu'on est censé diviser par 2 nos consommations énergétiques pour atteindre la neutralité carbone. Et puis après, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais en tout cas les riverains nous en parlent beaucoup, il y a un vrai problème de pollution sonore. Ça fait énormément de bruit. C'est insupportable pour les gens, donc on a aussi ça en zone urbaine très dense où on n'a pas un énorme parc qui va faire que le voisin n'entendra rien. Non, on vit les uns à côté des autres, donc c'est aussi une vraie nuisance et donc non, je pense que c'est pas la solution qu'on doit envisager à grande échelle. Claudine Bichet, vous venez du monde de l'entreprise, pas de la politique. Vous avez travaillé pour de grands groupes comme SFR, Cdiscount notamment, si j'ai bien lu votre page LinkedIn, en finance, en marketing. Pourquoi ce virage vers la politique et quand est-ce que vous avez décidé de l'opérer? Pourquoi? Ça va être long. Comment? Ça va être très long. Non, je vais essayer de faire court, mais non, une impression de pas servir à grand-chose là où j'étais avant. Une quête de sens, clairement. C'est-à-dire que j'ai eu des métiers intéressants, intellectuellement, c'était intéressant. Je travaillais avec des gens très intelligents et tout. Tout ça, c'était génial. Mais la finalité de ma journée de travail, encore plus quand j'étais aux finances, et je l'ai été un certain nombre de temps, c'était toujours répondre à la pression, aux injonctions d'actionnaires à qui on devait toujours apporter plus de dividendes
quels que soient un peu les moyens, d'ailleurs, pour certaines des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, que je ne citerai pas. Mais me lever pour nourrir cet objectif-là, clairement, au bout de 15 ans de carrière professionnelle, ça devenait de plus en plus dur. Et j'ai vraiment réfléchi à comment réorienter mon parcours de manière à pouvoir agir plus concrètement. La cause écologiste, le changement climatique, c'est des choses qui me touchent depuis très longtemps. Et mon envie, ça a été vraiment de pouvoir m'investir. Alors, je ne me suis pas levée un matin en me disant c'est la politique et tout. Non, ça a été un cheminement, des rencontres, plusieurs voies que j'ai explorées. Et puis, il y a eu cette opportunité à Bordeaux que j'ai considérée, que voilà, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager sur la liste de Pierre Urmic, et je me suis dit que oui, c'était une manière très, très concrète d'agir. J'ai pensé que ça pouvait me correspondre et j'ai décidé d'y aller. Et voilà. Qu'est-ce que vous aimiez pas dans ces grands groupes En fait, à quel moment on se dit, entre le moment où on décide de faire des études en finance, donc ça veut dire qu'il y a l'idée quand même d'aller vers ça, qu'est-ce qui vraiment, au bout d'un moment, dégoûte? J'ose ce mot. Bon, je suis sur un média, je ne vais pas pouvoir dire... Bon, si, non. Personne nous écoute. Oui, voilà, personne ne m'écoute. Personne ne risque de m'écouter. Non, il y a plein de choses. En fait, c'est progressif. Pour moi, ça n'a pas été une révélation. Ça a été vraiment une construction. Quand SFR s'est fait racheter par Numéricable, je suis partie de manière quasi concomitante en congé maternité au moment du rachat. Je suis revenue, je suis une femme. On ne m'a pas proposé le poste équivalent à celui que j'avais en quittant. Ça, c'est des petits chocs dans un parcours, voire même des grands chocs dans un parcours professionnel qui font se poser des questions. Je me suis toujours investie dans mon travail, toujours eu plutôt des bons résultats, des bons retours. Donc ça vous fait vous poser des questions. Je suis dans un système qui, a priori, a peu de reconnaissance, voire même de considération pour ce que je fais. Et là, en fait, tout de suite, on se pose la question, mais du coup, du sens. C'est à quoi je sers. Voilà, à quoi je sers. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, quand j'allais en business review les lundis matins, quand je voyais le business auquel je contribuais, j'avais mal au ventre, en fait. Ça me tordait les tripes de me dire, mais... En fait, là, ce qu'on fait, c'est un non-sens complet. Aujourd'hui, le monde ne peut pas continuer avec ça. Donc tout ça, oui, progressivement, à force d'empilement, a fait que j'ai senti que j'étais plus du tout là où je devais être. Et moi, ma question a été de me dire... qu'est-ce qui va me donner envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je sens que ma vie, ma contribution, que j'ai une contribution à ce monde? Pour moi, c'est vraiment ça le sens de la vie. Sinon, voilà. Et sentir que je suis là à ma place. Et là, vous choisissez la politique. C'est marrant, ça aurait pu être l'associatif. D'ailleurs, ça a peut-être commencé comme ça. J'ai réfléchi à des ONG. J'ai exploré plein de pistes. Après, et vous n'aviez pas de stéréotypes sur la politique comme il y en a beaucoup aujourd'hui, à savoir que c'est que des vieux, c'est que des gens qui ne sont pas vraiment dynamiques, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose, ils sont corrompus. Vraiment, je sors tous les stéréotypes qui existent, mais qui sont assez présents quand même, surtout au sein de la jeune génération. Ça vous a pas fait peur? Refroidi? Beaucoup. Ouais. Je me suis posé beaucoup de questions, honnêtement, avant de franchir ce pas. Parce qu'il y a une partie de moi qui voyait bien que défendre des causes, c'est quelque chose de très profond, ancré en moi, et que ça pouvait me plaire, que mettre en place des projets qui contribuent à l'intérêt général, que là, ça me correspondait, que ça pouvait me plaire. Et après, effectivement, il y a plein de choses qui me faisaient peur, la brutalité, la violence du monde politique, effectivement, le système de valeurs d'un certain... personnes, et même sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Effectivement, en politique, on voit surtout à des postes de pouvoir des hommes d'un certain âge. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui donne envie aux femmes d'y aller et tout. Donc, je me suis posé beaucoup de questions.
Et ce qui m'a donné envie d'y aller là, dans le contexte local dans lequel j'évoluais, c'est clairement la personnalité de Pierre Urmic. C'est quelqu'un qui est humble, honnête, qui fait confiance. Et très vite, en fait, en évoluant dans toute cette dynamique de campagne à laquelle j'ai contribué et tout, je me suis sentie dans un environnement qui était sain, qui était OK, en fait. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Donc, j'ai eu la chance, et je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que quand je vois comment ça se passe ailleurs, je me dis que je n'aurais sans doute pas pu y aller avec d'autres personnes, sur d'autres listes, et ainsi de suite. J'ai eu cette chance de pouvoir expérimenter la politique dans un environnement qui est sain et sur lequel le travail sur les valeurs est vraiment important. C'est-à-dire que nous, et on est nombreux d'ailleurs à être sur cette liste, dans cette équipe d'élus aujourd'hui, à n'avoir jamais fait de la politique avant. Pour nous, c'était vraiment important de montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Et donc, porter ces valeurs, c'est quelque chose de très... C'est quoi faire de la politique autrement ? C'est justement montrer qu'on peut faire de la politique avec des vraies valeurs d'intégrité, d'humilité, de respect, de transparence. C'est tout ça. Et c'est ce qu'on fait depuis 2020, qu'on montre. Après, on aura toujours des opposants pour dire, mais vraiment, pour moi, j'estime avoir beaucoup de chance d'être dans cet environnement-là. Et du coup, vous n'avez pas rencontré forcément de brutalité ou Ah si. Il y a des moments un peu de désenchantement? La brutalité, on la connaît dans... D'ailleurs, est-ce que ça, c'est une vraie différence par rapport au monde de l'entreprise classique? Alors, parfois, il y a aussi dans le monde de l'entreprise de la brutalité. Est-ce qu'il y en a plus dans le monde politique? Oui. Dans une enceinte, quand vous prenez un conseil municipal, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder, c'est d'une violence, c'est d'une très grande brutalité, oui. Ça, en entreprise, l'entreprise peut être très politique, il peut y avoir des coups bas, mais il n'y a pas, ou alors très rarement, ces échanges qui sont extrêmement vifs, extrêmement brutaux. Il n'y a pas ça en entreprise. Et effectivement, ça, c'est une vraie différence de la politique, dans l'expression politique, notamment dans les débats. C'est quelque chose, oui, que j'ai découvert, que j'ai trouvé assez dur, assez rude de m'y adapter. Encore plus en tant que femme, parce que... C'est quoi, par exemple? C'est que c'est c'est pas des insultes, c'est quoi? C'est juste que des débats d'idées vraiment très rudes? Oui, c'est des débats d'idées très rudes. Parfois, c'est la personne qui est visée. Ah oui, alors la personne peut être visée, tout à fait. Vous avez des exemples? Non, alors pour le coup, vous avez tendance à oublier. Ouais, en fait, voilà, je pense que pour continuer à aller de l'avant, mon cerveau essaye d'effacer ce genre d'épreuves qui sont jamais agréables. Mais non, c'est quand vous avez de la mauvaise foi, quand vous avez des propos, on vous dit des choses qui sont totalement fausses sur votre action et tout. Et donc, avec effectivement beaucoup de brutalité, d'essayer de prendre en défaut de manière... D'ailleurs, on est vraiment, je pense, aujourd'hui dans une dérive de la politique. On l'a vu aux États-Unis. Qui se radicalise beaucoup. Exactement, avec beaucoup de radicalité, avec beaucoup de fake news. Ça, on est en train de le vivre en France. Et je peux vous dire que ça arrive même dans le conseil municipal de Bordeaux. Le nombre de choses qui sont complètement erronées, où on prend un chiffre totalement sorti de son contexte en faisant une vérité, alors qu'en fait, le chiffre, oui, il est bien dans le rapport, sauf que... Il ne veut pas dire la même chose. Il ne veut pas dire la même chose quand on le recontextualise et tout. Ça, on y a droit à chaque fois. Et ça, oui, donc on est dans cet environnement-là qui est très, très dur. Sur le plan intellectuel, c'est très dur parce qu'effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est... pour moi, là où c'est très dur, effectivement, c'est quand on est attaqué par rapport à notre
par rapport aux faits, on est capable de dire des choses et en un mandat, il y a des choses où on n'a pas réussi à tout faire parfaitement. Il y a plein de choses qui sont lancées, mais pas toutes au même niveau d'avancement. On est tout à fait prêt à reconnaître nos niveaux d'avancement de manière transparente et tout. Mais quand on vient vraiment nous attaquer sur le fond de choses qui ont été véritablement faites en essayant de faire croire que ça n'existe pas et tout, là, pour moi, oui, c'est très violent parce que derrière, il y a eu énormément d'énergie, de temps, d'implication et que ça peut pas se réduire juste à des propos qui visent juste à dénigrer, quoi. Vous dites que la politique peut être quand même un lieu d'impact. Que diriez-vous à un jeune de 20 ans persuadé que la politique, ça ne sert plus à rien? Quand je vois tout ce qu'on a fait à Bordeaux depuis 2020, ça sert clairement à quelque chose. Ouais, vous le voyez, ça. Ah mais oui, mais c'est très concret. À l'échelle, franchement, l'échelle c'est locale, gratifiant, d'ailleurs, c'est extrêmement gratifiant. Et là, on est en train de faire nos bilans et tout. C'est extrêmement gratifiant. Quand vous avez, j'ai dit tout à l'heure, planté 57 000 arbres, déjà éradiqué un certain nombre d'îlots de chaleur urbain pour que les gens puissent mieux vivre demain, quand vous avez construit 20 écoles, tout ça, c'est des services publics concrets. Quand vous avez ouvert des maisons France Service pour donner accès au maximum de services dans des zones qui sont beaucoup plus des quartiers prioritaires où les gens, on sait, ont de plus en plus de mal à accéder à l'ensemble des services publics, c'est extrêmement gratifiant. Quand vous avez multiplié le budget du Centre d'action sociale pour accompagner les plus précaires d'entre nous dans leur quotidien, c'est extrêmement gratifiant. Quand vous avez augmenté le nombre de kilomètres de pistes cyclables, la fréquence des transports en commun, qu'on est sur clairement une amélioration des mobilités douces. Les gens se disent heureux en plus de pouvoir circuler beaucoup mieux et à vélo. Enfin, tout ça est extrêmement gratifiant. Donc c'est très, très concret, très, très concret. Et est-ce qu'on peut réenchanter la fonction politique alors ? Je l'espère. Est-ce que vous le faites au niveau de la ville de Bordeaux ? Et comment ? C'est ce que je vous disais. Moi, Là, en venant ici, j'imagine déjà. Oui, déjà en communiquant sur cette expérience, en montrant, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, montrant qu'on peut faire de la politique autrement, que c'est tout à fait possible, de venir de la société civile, de n'avoir jamais fait de politique avant, de pouvoir trouver sa place en gardant ses valeurs, des valeurs qui est juste, moi je veux pouvoir agir pour l'intérêt général, de manière saine, transparente. Je suis pas là pour ma petite personne, en fait, juste agir. Et ça, j'ose espérer qu'ici, localement, on ait une équipe municipale qui donnons à voir ça. On a créé beaucoup d'espaces d'échange, de participation citoyenne où il y a beaucoup de liens. On a un nombre de concertations sur la ville qui a été multiplié. Enfin, je ne saurais même pas vous dire le chiffre, mais en fait, on a vraiment démultiplié les concertations sur de nombreux sujets, de manière aussi à avoir un dialogue beaucoup plus direct avec les habitants. Parce que c'est ça aussi, c'est démystifier la fonction d'élu, faire en sorte que l'élu soit accessible. Quand vous voyez que l'élu, il est accessible, que l'élu, c'est quelqu'un qui finalement vous ressemble beaucoup. Tout de suite, ça vient casser aussi une image un peu inaccessible, peut-être aussi casser quelques idées préconçues qui peuvent aussi être erronées. Et ça contribue. Donc oui, les jeunes, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est oui, on peut agir très, 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 très concrètement, que c'est fondamental qu'on ait une représentativité dans les élus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le pouvoir aux personnes plus âgées tout le temps, c'est parce qu'il n'y a pas de la même génération, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes objectifs et priorités, que la présence de la jeune génération est vraiment fondamentale si on veut réussir à faire bouger les choses beaucoup plus vite. Et oui, les jeunes peuvent trouver leur place, et aujourd'hui, le pouvoir de faire changer les choses, il est encore en politique aujourd'hui. C'est encore comme ça que notre pays fonctionne. Donc, si on veut bouger les lignes, il faut aller là où le pouvoir se situe. Et une fois qu'on a pris ce pouvoir,
eh bien là, on peut faire changer les règles. C'est une fois qu'on y est qu'on peut changer la manière d'être. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer ici. C'est que maintenant qu'on est au pouvoir, oui, on donne à voir de fonctionnements démocratiques qui sont différents et on espère du coup participer à un changement de regard sur la politique. Merci Clonie Bichet. Je vous en prie.